On va commencer avec l'Algérie. Je suis heureux, il y a un de nos journalistes. Je dis toujours, moi je ne suis pas journaliste. Je vous en prie, ne me confondez pas avec un journaliste. On me dit, oh, tu aimes trop te vanter. Tu aimes trop parler de toi. Alors, les journalistes cherchent de la visibilité quand ils vont sur les réseaux. Ils veulent qu'on parle d'eux parce qu'ils veulent avoir la plume d'or. Ils veulent avoir une récompense. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont journalistes. Ils ont la probité. Ils ont en eux le professionnalisme. Ils recherchent que leur mérite soit reconnu en tant que journaliste. Mais Cheikh Oumar Keïta s'en fout des mérites. Il s'en fout de la plume d'or. Il s'en fout de la reconnaissance du monde en ce qui concerne. Mais tout ce qui intéresse Cheikh Oumar Keïta, c'est l'AES, c'est le Mali, c'est le Burkina, c'est le Niger. Donc quand je parle de moi, c'est parce que je connais. Ce qui est intéressant, on ne vient pas me dire, mais attention, je peux apporter la contradiction, M. Keïta, mais seulement il se vante. Oh là là, quelle gloire de pouvoir se vanter. Si le sel pouvait se dire qu'il était salé, le sel allait parler. Mais on dit le sel ne se dit pas salé. Mais on ne dit pas pourquoi le sel ne se dit pas salé. Ah, il n'a pas bouche. Il ne peut pas parler. Si le sel pouvait parler, il allait dire qu'il était salé. Si le miel pouvait parler, il allait dire qu'il était doux. Mais la femme là que nous regardons, que nous voulons épouser, elle parle. Elle dit, Joe, je sais que tu m'aimes. C'est parce que je suis à ton goût que tu m'aimes. Ah, je suis à ton goût. Tu m'aimes. Donc la femme a parlé. Mais le sel ne peut pas parler. Pourquoi elle va dire qu'il est salé? Keïta dira toujours qu'il est bon. Parce qu'il est vraiment bon. Et tant qu'il est bon, il rendra gloire à Allah et dire qu'il est bon. Personne au monde ne me fermera la bouche. Personne. Seul le jour de la volonté de Dieu, tout le monde y goûtera. Mais ce jour-là, je ne parlerai plus. Mais avant cela, je dirai que je suis bon. Et je me vanterai. Parce que c'est en me vantant que je pousse les autres à la perfection. Ça, les gens ne le disent pas. Quand je venais sur les réseaux au Mali, les gens passaient leur temps à insulter papa et maman des autres. Ils disaient n'importe quoi sur les réseaux. Ils n'apportaient rien au Mali. Mais depuis que Cheikh Oumar Keïta a commencé les réseaux, tout le monde veut être comme Cheikh Oumar Keïta et les gens sont en train de se mettre au pas. Ils sont en train de se régulariser. Ils sont en train d'adapter leur langage. Les insultes, la grossièreté, ils ont laissé. À part ceux qui sont à l'extérieur qui ne peuvent plus rentrer au Mali. Mais tous ceux qui sont au Mali ici, les gens même qui ne s'habillaient pas bien, aujourd'hui s'habillent bien. Les gens qui avaient honte même de montrer l'intérieur de leur maison, ils montrent qu'ils sont assis dans des salons confortables. Ça, c'est Cheikh Oumar Keïta. C'est moi. Je les ai poussés à ça. Ils ont tous des noms aujourd'hui. Je les ai poussés à ça. Je suis une référence. Je suis un véritable influenceur. J'ai influencé les gens qui sont sur le réseau. Je n'aime pas l'expression influenceur, mais si on dit au Mali, on recherche un véritable influenceur. Je suis le leader et le premier. Je suis venu trouver beaucoup sur les réseaux, mais beaucoup se réfèrent à moi. Ceux qui sont honnêtes me le disent. Ceux qui sont malhonnêtes font croire qu'ils connaissent mieux que moi, mais leur carence, on voit ça après. L'influenceur qui a influencé les influenceurs du Mali, c'est le Babab de Dieu. Détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Je demeure cet influenceur qui a influencé les influenceurs du Mali. Il y a beaucoup qui s'habillent bien aujourd'hui, grâce à Cheikh Oumar Keïta. Je ne paye pas pour eux, mais ils copient sur moi. J'en suis content. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple,
Quand je commence à porter les t-shirts, allez-y sur les réseaux, vous allez voir ceux qui portent les t-shirts. Quand je commence à porter costume, allez-y sur les réseaux, vous voyez qui commencent à porter costume. Quand je commence à porter les tuniques, allez-y sur les réseaux, vous voyez qui commencent à porter les tuniques. Pour savoir comment ils s'habillent, venez me regarder, puis le lendemain, allez-y sur les réseaux. On me dit ça, ma femme me dit ça toujours. Elle dit, mais on dirait que les gens font concurrence avec toi. Quand tu fais du démon, on va dire, c'est ça. Le véritable influenceur, c'est moi. Je m'en fous, détestez-moi, haïssez-moi, je m'en fous. Alors, l'Algérie qui a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie qui a jugé, utile de se venger du Mali, l'Algérie. Merci beaucoup depuis Bobo Dulasso. Donc, les Burkinabés, préparez-vous parce que j'arrive. Dès que je prends mon passeport, mon premier voyage, ce sera au Burkina Faso. Dès que je prends mon passeport, je vais à l'ambassade du Burkina et je vais demander audience au Premier ministre et au Président. Dès que c'est fait, je prends mon billet d'avion puisque maintenant il y a un vol direct à Bamako ou à Ouagadougou. Parce que je regarde les plans de vol, hein. Si ça passe au-dessus du Sénégal, je ne monte pas dedans. Si ça passe au-dessus de la Mauritanie, je ne monte pas dedans. Si ça passe au-dessus de la Côte d'Ivoire, je ne monte pas dedans. Maintenant, comme le Ghana a un nouveau président, si ça passe au Ghana, c'est pas de problème. Parce que là où on me guette, faut pas aller te jeter dans la gueule de loup. Vous croyez que Sonko, il est content avec moi? Vous croyez que Diomaye est content avec moi? Donc, je ne peux pas passer au-dessus du Sénégal. Je ne sais pas les accords qu'ils ont avec Ouattara. Et j'attaque Ouattara. Ça, c'est vrai. Mais vous croyez que Ouattara, il n'a pas de ramifications, il n'a pas le bras long? Vous croyez que Ouattara n'est pas fort? C'est nous, on le descend, mais sinon, il est fort dans son petit coin. On regarde tout de suite l'avion qui passe au-dessus de la Côte d'Ivoire. On dit c'est, qu'on appelle Royal Air Maroc. On dit, ah, il y a Keïta dedans. Oh, demandez-le tout de suite. Panne technique. Atterrissage forcé à Abidjan. Et je fais comment? C'est pourquoi, tant qu'il n'y a pas de vote direct d'un pays X ou un pays Y où je vais aller, tant qu'il n'y a pas de vote direct, tant que ça passe au-dessus de certains pays, je ne prends jamais ce vol. Sinon, j'ai été invité à plusieurs reprises à Guinée. Je dis, je ne vais pas à Guinée s'il n'y a pas de vol direct. Parce que les vols directs que je regarde toujours, ça passe par le Sénégal. Et je n'ai pas envie de passer par le Sénégal. Donc, mon premier voyage, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Ce sera le Burkina Faso, Inch'Allah. Dès que je pars, bon, je fais Burkina, Niger et puis Bamako. Voilà, quelque chose comme ça. Quand je serai prêt, vous allez me voir au Burkina, donc ne dites pas que je ne vous ai pas informé. Vous serez informé. Alors, comme nous, on n'aime pas demander cagnotte, on n'a pas envie de dire j'ai une caisse ouverte, aidez-moi, je fais tout de mes propres moyens parce que quand vous faites, oui, avec un Burkina, c'est ce que je dis Bachili. Dès que je prends, et puis Bachili, après le direct, s'il te plaît, il faut m'envoyer les choses, comment on appelle ça, mais après, je te laisse un message dans ta boîte au message sur WhatsApp, Bachili. Oui. Donc, c'est obligé, hein, que nous, on aille là-bas au Burkina. C'est obligé qu'on aille du bonjour au capitaine. Ça fait au moins un an, plus d'un an qu'il est au pouvoir. Le général, c'est la même chose. Donc, c'est une obligation pour nous. Alors, l'Algérie dit, je vais voir, je vais chercher, et puis on va parler. Voilà ce que l'Algérie dit. Permettez-moi une seconde de revenir sur ce que l'Algérie a dit. Et moi, je suis étonné. Merci beaucoup, Savadogo, comment vas-tu? Mon cher Badjuro, comment tu vas, Batili? Alors, je vais revenir sur Shogel. Shogel a dit quelque chose d'intéressant. Je vous en prie, préparez-vous, on va parler de ça. Alors, on peut tout dire de Shogel Kokala Maïga, mais je pense que on peut pas dire que Shogel Maïga est un traître. Je n'ai pas aimé
beaucoup d'aspects de sa gestion par rapport à ses interventions quand il sortait, mais je ne peux pas dire à la date d'aujourd'hui que Choguel Maïga est contre la République et c'est faux. Alors, on va revenir sur un certain nombre. Asseyez-vous bien, préparez vos tasses de thé, tout ça autre là, parce qu'on va aller. Alors, je vais d'abord venir au Maroc. Non, le Maroc, ça fourrait Algérie. L'Algérie, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la présidence aujourd'hui est assurée par l'Algérie. L'Algérie dit que le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme mondial. Que dans tous les pays, dans toutes les régions du monde, le terrorisme est en train de prendre du recul, mais dans le Sahel, le terrorisme est en train de prospérer. Voilà en substance ce que l'Algérie a dit. Je voudrais oui, forcément, je vais aller saluer c'est ça, le Moronaba, c'est ça. Mais forcément, je peux pas aller au Burkina faire 2 heures de temps et puis revenir au Mali. Si je vais au Burkina, peut-être 2 ou 3 jours, le temps de saluer les autorités politiques, administratives et en même temps les autorités coutumières. Forcément, j'irai vers le Moro, c'est ça, Moronaba. Forcément, je vais aller le saluer et puis aller m'incliner aussi sur la tombe du président capitaine, comment on appelle ça, Thomas Sankara. Forcément, je vais le faire. Donc, c'est quelque chose que je prépare, je prends le temps de m'organiser et puis aller. Je crois que certainement, ce sera peut-être après le mois de jeûne, puisque le mois de jeûne, ce sera le 28 février ou le 1er mars, d'après ce que j'ai. D'accord? Donc, forcément, ce sera ça. Mais ce sera entre la fête du Ramadan et la Tabaski, entre les deux, par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Au Niger aussi, donc, en gros, je serai peut-être absent pour 2 semaines, parce que des raisons, hein. 1 semaine au Burkina, 1 semaine au Niger. C'est tellement ça, ouais. Alors, je vais rapidement, attention, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, d'abord, merci du côté de YouTube, Facebook et puis TikTok. L'Algérie, en prenant la première fois la parole à la tribune des Nations, pas la tribune, pardon, au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie qualifie le Sahel d'épicentre du terrorisme mondial. Je voudrais que ceux qui prennent mes vidéos là, vous qui coupez mes vidéos, souvent, il y a des parties importantes que je vais vous demander. Hein? Mali Vision, mais Vision Mali là. Cette partie-là, vous la prenez bien avec la photo du président algérien ou la photo du représentant algérien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, vous coupez la partie, puis vous publiez. Alors, je voudrais rappeler à l'Algérie. D'ailleurs, avant de le faire, je crois qu'il y a un de nos confrères, moi je ne suis pas journaliste, lui il est journaliste, il dit que nous ne savons pas si l'Algérie, il y a le bicéphalisme en Algérie. Le bicéphalisme, c'est lorsque vous avez 2 présidents, hein, avec les mêmes autorités, les mêmes attributions. L'Algérie est véritablement un État avec le bicéphalisme politique. Le ministre des Forces armées algériennes, le chef d'état-major des Forces armées algériennes, à eux, plus l'état-major des Forces armées algériennes, c'est-à-dire l'état-major de ceux qui s'occupent les armées. Voilà. Donc, l'armée algérienne, je l'ai toujours dit, Dieu merci, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs, beaucoup de politiciens, beaucoup de journalistes sérieux commencent à faire le constat. L'Algérie est un État dans un État. D'abord, moi je voudrais que l'Algérie d'abord commence à nettoyer sa maison. Le bicéphalisme en Algérie est une réalité. L'armée par moment est au-dessus du président de la République. J'ai fait cette démonstration et Dieu merci aujourd'hui,
les rapports des services de renseignement de l'AES ont confirmé tout ce que j'ai eu à dire par rapport à ce bicéphalisme-là. Qui travaille véritablement avec la France? Est-ce que c'est le pouvoir politique qui travaille avec la France ou c'est le pouvoir militaire qui travaille avec la France? Parce qu'en Algérie, il y a deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Les militaires sont plus puissants que le président, c'est-à-dire le chef d'état-major des forces armées algériennes est plus puissant que le ministre de la Défense et le président de la République. Je répète, le chef d'état-major des forces armées algériennes est plus puissant que le président élu et le ministre des Armées. Parce que l'institution militaire en Algérie est un pouvoir autonome que le président de la République ne contrôle pas. Et les militaires peuvent destituer d'une manière politique, sans faire la politique, le président. Les militaires peuvent créer le chaos en Algérie, fragiliser le président et le démettre de ses fonctions. Quand on a vu le président moribond, handicapé, Bouteflika, c'est ça? Celui qui est chose là, Bouteflika. Ce monsieur Bouteflika, paralysé. Le cerveau était paralysé. L'homme, physiquement, était paralysé. Intellectuellement, il était paralysé. Les rares apparitions du président, c'était juste pour amuser la galerie. Mais le véritable pouvoir en Algérie, c'était l'armée. Parce que Bouteflika, c'est ça, non, je ne me trompe pas. Bathily, le président qui était assis dans le fauteuil roulant, et puis il est parti avec cette... L'armée l'avait maintenu là. Il n'était pas au pouvoir du fait de sa politique ou du fait de la volonté souveraine du peuple. Il était au pouvoir parce que l'armée algérienne l'avait maintenu là. Il a fallu que les partenaires algériens commencent à s'inquiéter de la mainmise trop flagrante de l'armée dans le pouvoir algérien. Et là, ils ont décidé de faire un petit semblant coup d'État. Ils l'ont retiré du pouvoir. Ils ont fait leur petit machin. Ils ont organisé l'élection. Mais le président élu, ils lui ont parlé, attention, tu es à notre service. Je parle de l'Algérie. Donne-moi une seconde, je vais arrêter tout ça. Souvent, ça me fatigue un peu. Je parle de l'Algérie. Donc, le président algérien n'a pas l'effectivité constitutionnelle et souveraine du pouvoir. Il n'est président, malgré les urnes et l'expression du peuple, que par la volonté du président et que par la volonté de l'armée, autant pour moi. L'armée a ce qu'on appelle en anglais les boundaries, c'est-à-dire les frontières. Il y a des limites que le président ne traverse pas. Ce qui fait que ce faux problème entre la France et l'Algérie est entretenu par le pouvoir politique, mais pas l'armée algérienne. Souvent, le président algérien, il veut tellement se libérer du joug de la domination de l'armée que quand il commence à prendre trop sa liberté, automatiquement il est rappelé à l'ordre par l'armée. C'est cette armée idiote, irresponsable, inconsciente, malveillante, manipulatrice, corrompue, inconsciente, qui a laissé passer les terroristes rebelles du Mali après la mort de Muammar Kadhafi. Et l'OTAN, de complicité avec l'Algérie, a demandé au renseignement algérien de fermer les yeux et de ne pas informer le pouvoir politique. Le renseignement algérien savait ce qui se tramait. Le renseignement algérien était au courant de tout ce que
la DGSE, l'OTAN manigassait par rapport à Kadhafi. Mais les présidents africains n'avaient pas l'information vraie. C'est là que vous devez donner raison une fois de plus à Keïta. Quand je dis que la DGSE sous-traitait le renseignement avec nos pays, les pays colonisés par la France, les pays qui avaient laissé les soi-disant consultants, conseillers militaires, renseignements, tout ça au-delà. Au Tchad, Déby n'avait pas toutes les réponses. C'est ainsi que sa planification et son assassinat a été fait par la DGSE. Il croyait qu'il allait comme garçon, comme un guerrier. Il croyait aller combattre, mais il ne savait pas qu'il y avait un guet-apens. Comme moi je suis ça, c'est l'ancienne femme de Hissène Habré, qui a été condamnée au Sénégal, je crois qu'il est mort. C'est sa femme, la veuve d'Hissène Habré, qui a fait la révélation. Elle savait déjà ce qui attendait Idriss Déby, parce qu'elle a laissé, pour avoir été première dame, elle avait quand même ses entrées. Elle a toujours ses entrées. Toutes les premières dames ont quand même ça encore. Elles ont des privilèges à un certain niveau du pouvoir politique. Je vous invite à aller écouter l'entretien de la femme de Hissène Habré. Allez l'écouter. Mais comment le renseignement tchadien et le renseignement militaire tchadien n'ont pas vu venir ce coup? Parce que l'Algérie avait sa main dedans, parce que la DGSE avait sa main dedans. Je vais être honnête avec vous, c'est rare que dans le Sahel, certaines activités se passent bien avant la création de l'AES, que l'Algérie n'ait pas écho. C'était pratiquement impossible. Parce que l'Algérie d'ailleurs a souhaité la mort de Kadhafi. Personne ne vous a dit cela. Mais je vous le dis aujourd'hui avec la plus grande certitude. Et si l'Algérie n'est pas contente, j'attends l'Algérie au tournant. L'Algérie avait sa main dans la mort de Kadhafi. L'Algérie a encouragé la mort de Kadhafi. L'Algérie a permis la mort de Kadhafi et l'Algérie a travaillé de concert et avec l'OTAN et avec la DGSE pour que les armes de Kadhafi transitent par l'Algérie et se retrouvent au Mali, dans le nord, à Kidal, à Tombouctou, à Gao, comme vous connaissez. Et le meurtre de nos soldats, l'assassinat des soldats maliens, l'Algérie a une part de responsabilité. Le sang de nos soldats, en 2012, se trouve sur les mains des autorités militaires algériennes. Donc que l'Algérie ne croit pas que nous sommes informés de certaines choses. Mais le mensonge diplomatique, l'hypocrisie diplomatique empêche souvent les États de dire toute la vérité. Si le Mali veut parler, comme Choguel a commencé à parler aujourd'hui, sur les circonstances de la mort des soldats français que Macron veut nous faire porter, si nos autorités commencent à parler, et d'ailleurs, j'invite les autorités de l'AES à fouiller. Alors, comment l'Algérie a sa main dedans? La DGSE ne pouvait pas planifier ça sans le soutien de l'Algérie. Idriss Déby avait interpellé ne faites pas. Parce que Idriss Déby savait ce que cela allait créer comme déséquilibre sécuritaire au Tchad et dans le Sahel. À l'époque, c'était pas Bazoum qui était au pouvoir. C'était Issoufou. Et Issoufou était informé. Il le savait. Parce que la France avait besoin d'Issoufou. Les États-Unis avaient besoin du Niger. Et Issoufou savait. Mais on lui a dit de fermer la bouche. Il accepte. Vous connaissez comment la France fonctionne. Donc cette France qui a piloté le projet de l'OTAN était de concert avec l'Algérie. L'Algérie souhaitait la mort de Muammar Kadhafi parce que l'Algérie voyait d'un mauvais œil l'implication de la Libye
de Muammar Kadhafi au Mali, au Burkina. Le Niger, c'était pas trop, mais Mali, Burkina. Kadhafi avait commencé à véritablement investir. J'ai pas fini. Qui a dénoncé le Mali auprès du service de renseignement français à l'époque de Nicolas Sarkozy? C'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a fait remonter l'information selon laquelle, paix à son âme, le président, le général ATT, était en train d'acheter des armes, alors que le Mali, que la France avait placé à travers les sanctions des Nations Unies comme un pays sous embargo, le Mali ne devait pas acheter des armes. Parce que le Mali était sous embargo, volonté de la France. Parce que affaiblir le Mali fait l'affaire de l'Algérie. Affaiblir le Mali renforce la position de l'Algérie dans le Sahel. Merci beaucoup, Mamadou Youssoufou. Ce que je vous développe ici, n'en déplaise à mes détracteurs, j'ai l'éloquence des discours, j'ai la connaissance des faits et j'ai la vérité historique avec moi. Détestez-moi, je m'en fous éperdument. Ce que je dis ici, c'est la première fois que vous entendez ça. Même pas le grand Alain Foucault, qui est chevronné dans ce domaine, ne l'a fait. Je fais grâce même à mes détracteurs. Je vous donne cadeau. Ce que je développe ici, peut-être un jour dans les universités, dans l'AES, on va le développer. Mais peut-être ce jour-là, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je serai peut-être déjà parti. Mais je vous le donne pour que cela serve de témoignage. Comme l'Algérie veut pousser le bouchon trop loin, je vais montrer à l'Algérie qui elle est réellement. Le visage hideux de l'Algérie, la laideur politique de l'Algérie, je vais l'exposer. Sans complaisance. Avec le concours et le soutien de l'OTAN et de la DGSE, l'Algérie a accepté de laisser les criminels, terroristes, soi-disant rebelles, passer sa frontière avec des armes lourdes. Quel pays digne de ce nom peut permettre de tels armements traverser sa frontière et sans payer le prix en retour? Parce que affaiblir le Mali fait la force de l'Algérie. Tuer Muammar Kadhafi renforce la position de l'Algérie. Ça, c'était le deal entre l'Algérie et la France. Quand je dis l'Algérie, il y a deux pouvoirs en Algérie. Je parle du pouvoir militaire algérien qui a aussi un pouvoir aussi puissant que le pouvoir politique. C'est eux qui ont géré ça avec la France. Notre déstabilisation, qui a demandé à la France de nous imposer un embargo militaire, c'est l'Algérie, qui recevait les soi-disant dignitaires de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Ils ont tous des épouses algériennes, mauritaniennes et les Arabes nigériennes. Tous les grands rebelles dans le nord du Mali. Ils ont des épouses, soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit une remplaçante. En tout cas, ils ont tous des épouses algériennes, mauritaniennes et arabes du Niger. Ils ont tous des résidences en Algérie, Mauritanie, Niger. Avant, il y avait le Burkina dedans. Ils ont investi en Algérie et en Mauritanie. Pas au Niger, pas au Burkina. Ils ont seulement construit là-bas. Mais ils ont investi leur capital en Mauritanie et en Algérie. Alors, quand vous regardez ça, l'Algérie, sans honte ni dignité, sans aucune crédibilité morale, va se pavaner sur les plateformes du Conseil de sécurité des Nations Unies
et pointer le Sahel comme étant l'épicentre du terrorisme. Premier élément, gardez à l'esprit. Deuxième élément, la guerre au Polisario. La guerre entre le Maroc et le Front Polisario. Cette guerre, j'ai fait un développement il y a quelques années. Je vais reprendre en partie ce que j'ai dit, sous forme de résumé. Le Sahara occidental, dont Houphouët avait aidé De Gaulle à sécuriser comme réserve énergétique pour financer le mode de vie de la France. Quand je parle comme ça, la DGSE est dans tous ses états. Quel est cet homme-là? D'où est-ce qu'il vient? Qui lui a donné de telles informations? Petit idiot de saleté, de petit merdique de français. C'est mon histoire. J'ai le droit de la connaître. Ce mensonge a trop duré. Alors vous allez dire, c'est la Russie qui nous paye. Dieu merci, comme mon nom n'a jamais été cité. On me dira, c'est la Russie qui les paye. La Russie m'est payée. Si Vladimir Poutine me prend son téléphone pour dire Keïta, ça va, ce sera le plus gros cadeau que Dieu m'aurait fait. Vous avez besoin que la Russie me paye pour défendre mon pays? Maudit 1 million de fois chacun de vous. Alors donc, le Front Polisario, combattu par le Maroc, soutenu par qui? Par l'Algérie. L'Algérie et l'Union européenne. L'Algérie et l'OTAN. Qui finançait le Front Polisario? Qui renseignait le Front Polisario? Qui équipait en armes et munitions le Front Polisario? C'est l'Algérie. Ils étaient 3 pays dans le Sahara occidental. Le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie. Le Maroc a préparé ce qu'on appelle la guerre d'usure. C'est-à-dire une longue guerre qui va vous épuiser. Et le Maroc a mis son pétrole à contribution. Le pétrole était pompé, la guerre était financée. Le Maroc n'avait pas de problème. Pendant ce temps, le Maroc développe le Maroc. Le Front Polisario est en feu. L'Algérie prend l'argent avec la France. L'Algérie achète les équipements. L'Algérie reçoit les équipements de l'OTAN, le soutien de l'Union européenne, des Américains. L'Algérie doit... Parce que le Front Polisario a une réserve, je pourrais dire, inestimable, que l'Algérie voulait avoir. C'est à défaut de pouvoir avoir les réserves du Sahara occidental que l'Algérie est allée signer un deal avec le Nigeria. Et pour rester toujours dans la manipulation, l'Algérie fait passer son pipeline, le gazoduc, par le Niger, alors que l'Algérie n'avait pas besoin de faire ça. Cela rallongeait, mais parce que l'Algérie voulait verser des dividendes au Niger et avoir le contrôle sur les ressources du Niger. À l'époque, c'est Mamadou Issoufou qui a accepté ce deal-là. Et le gaz algérien devait passer par le Niger. Chaque centimètre cube, vous payez quelque chose. C'est ce qui finance d'ailleurs la guerre de ce petit voyou de comédien, là, Zelensky. Parce que le gaz russe qui passe en Ukraine est payé. Mais comme il a arrêté, il n'y a plus l'argent. Et les Européens sont fâchés. Il dit, comme vous ne me donnez plus d'armes, moi je coupe votre gaz. Et aujourd'hui, l'Algérie se pose la question s'il faut continuer le passage du gazoduc. Parce que si jamais le Sahel est menacé par l'Algérie, tout de suite le Niger va fermer le passage du gaz algérien. Et si c'est fermé, l'Union européenne n'aura plus de gaz. Donc comprenez ici que quand on vous dit que c'est à cause de l'uranium du Niger que le Niger est, on va déstabiliser le Niger, c'est faux. Le bonhomme de Dieu vient encore de vous faire grâce. Je mets quiconque pense qu'il est suffisamment intelligent, né d'une femme et d'un homme, pour remettre ce que je dis en cause. Je suis prêt à ce débat contradictoire.
Vous n'avez pas besoin que je me déplace. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qu'on peut utiliser simultanément et communiquer. Si vous êtes un garçon, je vous attends. Pourquoi on veut déstabiliser le Sahel? Ce n'est pas tant à cause de l'uranium. La France dit à l'Union européenne, si nous perdons le contrôle du gazoduc algérien, alors c'est fini. On sera à la merci de Poutine. Le Nigeria a du gaz cadeau. L'Algérie a signé un deal pour nous. Mais notre gaz passe par le Niger. Problème. Soit vous reprenez encore tous les projets et contournez le Niger. Mais en contournant le Niger, vous vous exposez. Par quel pays vous allez passer un? Est-ce que vous n'allez pas laisser votre gazoduc à la merci des terroristes? Parce que si les terroristes ont besoin d'argent, ils vont aller faire sauter votre gazoduc puisque c'est pas sous la mer que ça passe comme Nord Stream 1 et 2 pour l'Allemagne. Mais là, c'est visible, tout le monde voit. Ils vont aller placer des bombes artisanales et puis faire sauter votre gaz, c'est fini. Votre tuyau, le gaz va terminer. Mabana. Donc, en le faisant passer par le Niger, vous êtes en sécurité. Vous sécurisez. Alors, maintenant, pourquoi on veut, ce n'est pas le retour de Bazoum au pouvoir. Ce n'est pas parce que le général Tchani est au pouvoir. C'est parce qu'ils ont peur des répercussions. Notre alliance, notre accord stratégique avec la Russie, la Chine, l'Iran et autres vont mettre en péril, selon eux, leur fourniture en gaz. Donc l'Algérie est obligée chaque fois de sortir contre le Mali. L'Algérie fait très attention, l'Algérie ne cite jamais le Niger. Je vous en prie, allez-y, regardez tout. Jamais, même pas le Burkina. Mais alors que tous ces pays-là sont dans le Sahel. Mais pourquoi c'est le Mali qui est visé toujours par l'Algérie? Parce que l'Algérie ne veut pas mettre le Niger en déphasage, en porte-à-faux. Si tel est le cas, l'Algérie risque d'avoir des problèmes. Avec qui? Avec le Niger, le Mali, ce sera compliqué. Donc, mieux vaut gérer un seul pays que d'avoir tout l'air sur son dos. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, nous sommes dans une alliance synchronisée. Toute attaque contre le Mali, c'est contre toute l'alliance. Donc, je reviens au Sahara occidental. Oufoué a permis à De Gaulle, momentanément, de vous sécuriser les réserves immenses du Sahara occidental. Et c'est une des raisons qui a poussé l'Algérie dans ce combat avec le soutien de la France. Le Maroc ne doit pas avoir le Sahara occidental sous son contrôle. Le Maroc a préparé sa guerre. La Mauritanie, à un moment donné, la Mauritanie a dit, je n'ai plus l'argent, je suis affaibli, la guerre m'a ruiné, je ne peux plus faire la guerre contre le Front Polisario. Donc la partie que j'ai occupée là, je laisse ça au Maroc. Et la Mauritanie s'est retirée du Sahara occidental. L'Algérie qui n'a rien à voir, parce que l'Algérie, logiquement, devait déclarer la guerre au Maroc, l'Algérie. Elle dit, d'accord, moi je vous soutiens la rébellion. C'est ce qui explique ce conflit, cette animosité entre l'Algérie et le Maroc. Tout pays qui s'entend avec le Maroc devient automatiquement ennemi de l'Algérie. Qui a négocié la libération des 4 terroristes au Burkina? C'est le roi du Maroc. Et le roi du Maroc, je vous l'ai dit la dernière fois, il est ami avec tout le monde et ennemi de personne. Et les Marocains préfèrent leur monarchie. Ils sont à l'aise dedans. Ils n'ont pas de problème. Démocratie, c'est pas leur affaire. Donc, la frustration de l'Algérie est de 2 ordres géopolitiques et géoéconomiques. Géopolitiquement, l'Algérie perd le contrôle sur le Front Polisario, c'est-à-dire le Sahara occidental. Géoéconomiquement, l'Algérie perd et le Niger, et le Mali, et le Sahara occidental.
c'est compliqué pour l'Algérie. Donc chaque fois, il faut sortir pour attaquer le Mali. Il faut sortir pour insulter. Il faut faire croire à la communauté internationale. Depuis que ces militaires sont venus au pouvoir, le Sahel est déstabilisé. Imbécile d'Algérien, idiot d'Algérien, maudit d'Algérien. Ça fait combien d'années vous êtes dans cette guerre dans le Sahara occidental? Nous, alors, nous, notre guerre, c'est pas une guerre d'occupation, c'est pas une guerre de choses. Nous, c'est une guerre de quoi? De souveraineté. C'est une guerre qui nous a été imposée. Mais toi, maudit Algérie, tu vas mettre ta bouche dans une guerre qui ne te regarde pas entre le Maroc et le Front Polisario. Dans tous les cas, le Maroc a aujourd'hui 80% du territoire du Sahara occidental. Et aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne commencent à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, y compris les États-Unis, le Canada, l'Australie. Et l'Algérie a perdu cette guerre. D'où comprenez la frustration de l'Algérie contre le Mali. L'Algérie a été incapable de gagner cette guerre dans le Sahara occidental et l'Algérie veut maintenant aller sur le plan diplomatique, salir le Mali. Alors comme l'Algérie a seulement un mois, parce que le Conseil de sécurité, la présidence c'est un mois, c'est une présidence tournant de un mois. Donc il faut s'attaquer au Mali, il faut mentir sur le Mali, il faut salir l'image du Mali. Il faut dire que depuis que nous sommes dans la guerre pour notre souveraineté, c'est là que le terrorisme est. Ça, au moins, ce que l'Algérie dit, tout ça, ce que l'Algérie dit aujourd'hui, tous les observateurs doivent comprendre quelque chose. Pourquoi il y a le regain de tension entre les terroristes et les autorités de ces trois pays? C'est parce que les pouvoirs précédents qui étaient là faisaient le copinage avec les terroristes. Et dans ces conditions, vous n'allez jamais pouvoir développer votre pays. Mais les pouvoirs actuels combattent le terrorisme par le feu pour pouvoir amorcer le développement. Parce que quand vous caressez les terroristes dans le sens des poils, vous l'entretenez, vous l'engraissez, demain il va dire « je veux votre femme ». Si vous lui donnez votre femme, demain je veux votre vie, demain je veux tout. Nous on dit on ne peut pas commencer à donner même pas quelque chose aux terroristes. La seule chose dont les terroristes ont besoin, la seule chose qu'il leur faut, c'est la mort pour le repos éternel d'après notre ministre Sadio Kamara. Les terroristes, nous n'allons pas faire le copinage avec les terroristes. Ils déposent les armes ou ils périssent. Alors, si c'est à cause de ça que l'Algérie est contre nous, on s'en fout éperdument de ce que pense l'Algérie et ce que peut faire l'Algérie. Nous allons continuer ce combat. Parce que l'Algérie est une, je dirais pas la nation algérienne, si je dis la nation algérienne, je vais parler de tous les Algériens. Il y a des Algériens qui nous apprécient, qui nous accompagnent dans notre combat. C'est parce que l'Algérie, les autorités algériennes, les autorités militaires sont malhonnêtes, ingrats et hypocrites. Qui a permis à l'Algérie de gagner cette guerre contre la France? Parce que la France voulait faire de l'Algérie un protectorat, c'est-à-dire comme un département, le département d'outre-mer avec les autres pays. Là, vous voyez, les autres pays au loin, on dit département outre-mer. C'est ce qu'ils voulaient faire avec l'Algérie. C'est le Mali de Modibo Keïta qui a dit non. Et le Mali de Modibo Keïta a appelé les indépendantistes algériens. Venez, je vous donne le Mali comme base arrière. Donc, il y a un front qui a été ouvert, un front auquel ne s'attendait pas la France. Et c'est à partir de ce front ouvert au Mali que l'Algérie a pu gagner. On les appelait pieds noirs, ils ont pu gagner leur guerre contre la France. Alors aujourd'hui, là, c'est eux qui veulent venir nous attaquer. C'est eux qui croient qu'ils connaissent. C'est eux qui pensent que c'est comme ça. Nous n'allons pas céder un seul centimètre carré dit à un terroriste, encore moins à un rebelle. Ils ont le choix. Soit on s'inscrit dans la République de déposer les armes, ou purement et simplement nous allons les expédier en enfer. C'est tout. D'ailleurs, j'ai décidé
désormais, avant de commencer notre émission, Sahel Média, nous allons consacrer désormais les 5 premières minutes à nos forces armées de sécurité. C'est-à-dire que chaque fois-ci, il y a une mise à jour. Ça peut être tous les jours, mais chaque fois qu'il y aura une mise à jour par rapport à la lutte contre le terrorisme, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, nous allons faire passer les éléments vidéo, les 5 premières parties, sur les 5 premières minutes de mon intervention, pour rendre honneur à ces hommes et à ces femmes qui sont sur le terrain. Donc, chaque fois que nous allons avoir des informations, donc je mets mon administrateur Batili. Batili, tu veilles souvent, on fait la semaine, n'est-ce pas, au Burkina, on fait ça, la fin de la semaine. Je crois que ce sont les vendredis qu'ils font ça, ils font le bilan de la semaine. Donc, quand chaque fois vous allez voir le bilan, d'accord, chaque fois que vous allez voir le bilan des forces armées maliennes, des forces armées burkinabées, des forces armées nigériennes, vous m'envoyez, et puis on va faire passer ça pendant nos émissions. Si les 3 font leur bilan, on fait passer le premier, au milieu de l'intervention, on fait passer le deuxième, et à la fin de l'intervention, on fait passer le dernier. Si on fait passer 2, à premier, au milieu, on fait passer le troisième. Il faut qu'on rende hommage à nos hommes en tenue, parce que c'est grâce à eux qu'on est assis là, tranquille, chez nous, pendant que eux, leur famille se pose des questions. Souvent, ils reviennent blessés, amputés, ils reviennent dans des conditions souvent difficiles. Donc, il faut rendre honneur et hommage à ces hommes-là chaque fois qu'on aura l'opportunité. Donc, quand j'aurai l'opportunité, chaque fois que j'aurai cette intervention-là, je pourrai passer. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là, c'était Timothée, avant de le détruire. Attendez, avant de le chasser. Petit bâtard, la Côte d'Ivoire m'a donné. Maudit que tu es, la Côte d'Ivoire m'a donné quoi? Moi, c'est ça qui me fait rire. La Côte d'Ivoire ne m'a rien donné. C'est le travail de mon père qui a valu la reconnaissance du feu Boyer. On lui a donné quoi? On lui a donné la nationalité, d'ailleurs que j'ai rejeté. Je n'en ai pas besoin. Et toi, bâtard, tu me dis la Côte d'Ivoire m'a donné. La Côte d'Ivoire m'a donné quoi? Il n'y a pas des gens qui vivent qui sont dans la pauvreté, la misère la plus totale en Côte d'Ivoire. Il dit donner, regardez pas des bâtards comme ça, ils ne savent même pas utiliser les verbes et leur sens. On m'a rien donné, j'ai travaillé pour avoir ça. Je suis allé à l'école avec plein. Plein ont abandonné l'école en cours de route. Ceux même qui étaient plus forts que moi à l'école, à la fin, personne n'a eu son bac. Ceux qui ont eu leur bac, la plupart sont devenus instituteurs. Le plus même qui est devenu bon parmi nous tous dans ma promotion, là, c'est un docteur. Guy Georges, un petit Ati. Mais de tous ceux qui sont de la même promotion que moi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas un qui peut m'arriver à la cheville. Ce que je gagne par jour et par semaine, il travaille pour attendez, un sous-préfet gagne combien en Côte d'Ivoire? Un docteur gagne combien en Côte d'Ivoire? Un docteur à l'hôpital, il gagne combien? Mais je suis plus payé, j'ai l'argent plus que les sous-préfets. Je gagne mieux qu'un docteur en Côte d'Ivoire. Je dis bien un docteur, même un professeur d'université. Ils sont payés à 5 millions, ils sont payés à 10 millions. Petit bâtard là, écoute-moi ici. Moi, permettez-moi, il faut que je parle. Moi, Western Union a fait enquête sur moi pour savoir si je fais pas blanchiment d'argent, tellement je reçois l'argent, tellement mon business il marche. Ils m'ont appelé, ils m'ont présenté leurs excuses. MoneyGram, ils m'ont mis sous enquête. Ils m'ont appelé, ils m'ont présenté leurs excuses. RIA, ceux qui achètent les produits avec moi peuvent témoigner. Ils m'ont appelé, ils m'ont présenté leurs excuses. Les meilleurs docteurs, et en Côte d'Ivoire, et en Europe, donnent mon numéro à leurs patients. Petit bâtard là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. L'argent que... Tu crois que j'ai dormi? Ceux qu'on a présentés à l'école primaire, qu'ils étaient meilleurs en classe.
Aujourd'hui, quand ils me voient, ils sont complexés. Ceux avec lesquels j'ai fait le collège jusqu'à l'université, je n'ai pas dit que je n'ai pas connu des difficultés dans ma vie. Mais quand ils me voient aujourd'hui, ils me respectent. La voiture que je conduis jusqu'à ta mort, fils de merde, petit bâtard là, Timothée Bois, tu ne pourras jamais conduire une telle voiture. J'ai plus d'argent que ta famille réunie pour des générations que vous n'allez jamais avoir. La Côte d'Ivoire m'a donné quoi? C'est au Mali ici que je suis devenu un homme. C'est au Mali ici que j'ai ma fortune. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai eu ça. Bâtard là, maintenant je te bloque. Donne-moi une seconde. Je vais le bloquer maintenant. Voilà. Faut pas venir me provoquer ici. Côte d'Ivoire t'a tout donné. Ils m'ont donné quoi? C'est comme les gens qui se tuent pour avoir, comment on appelle, passeport américain. Ah, je suis devenu américain. J'ai dit, regardez-moi quelqu'un qui comprenait. On t'a dit que tu es devenu américain. Les Américains vont ramasser leur argent pour te donner. Ah, je suis devenu français, j'ai papier maintenant. Si tu n'as pas, tu peux travailler sans ça. D'accord? Faut dire que je suis français. Faut dire que je suis anglais. Faut dire que je suis allemand. Je suis américain. Faut dormir. Et puis, on va te donner l'argent. Même des Américains qui sont nés aux États-Unis, blancs comme noirs, ils ne travaillent pas, ils végètent, ils deviennent des clochards. Ils deviennent des clochards. C'est tout. Vous voyez, attendez. Petit bâtard là, maintenant il s'en va. Voilà. Bannir. Parce que Facebook m'a dit quelque chose. Il dit, voilà. Ils disent, vous pouvez bannir quelqu'un. Et la personne que vous allez bannir, même si la personne crée d'autres comptes Facebook, la personne ne pourra plus jamais avoir accès à vous. Peut-être vous vous demandez si c'est ce que vous voulez. Quand vous dites vous bannissez, c'est ce que je fais avec ce petit bâtard-là. Voilà. Maintenant, là, tu n'auras plus jamais à rentrer dans quelqu'un. Il est parti. Il est parti. Voilà, il est parti. Il est parti. Alors, donc ça, c'était la partie de l'Algérie. L'Algérie montre maintenant, l'Algérie, partout où elle a l'opportunité de parler, l'Algérie nous attaque. Tellement l'Algérie a été recadrée par les autorités maliennes, l'Algérie croit maintenant être intelligente. Quand elle parle du Sahel, je vous en prie, sortez, c'est pas le Sahel, il s'agit du Mali. Mais que l'Algérie d'abord règle la question du Front Polisario. Que l'Algérie d'abord laisse le Maroc gérer son territoire. Qu'est-ce que l'Algérie fait? L'Algérie s'immisce dans les affaires intérieures de l'État. De la même manière, elle a échoué avec le Front Polisario au Maroc. L'Algérie veut entreprendre la même chose au Mali avec les rebelles. Aujourd'hui, l'Algérie devrait avoir honte. Des rebelles qui s'associent avec des terroristes aux frontières de l'Algérie, c'est dangereux. Alors pourquoi l'Algérie leur a demandé de quitter l'Algérie? Parce que je vous ai toujours dit, il y a deux sortes de Tizawaten. Tizawaten côté Mali, Tizawaten côté Algérie. Alors, ce côté Algérie, là, il y a beaucoup qui étaient, il y a des petits lieutenants là qui étaient allés se réfugier là-bas. Parce que l'armée malienne n'a pas fait, l'armée malienne a mis en place une stratégie. Cela nous permet de rentrer maintenant dans l'AES. Merci beaucoup. Que s'est-il passé? L'armée malienne a dit, je ne vais pas sacrifier mes soldats. L'armée malienne dit, je ne vais pas sacrifier mes soldats. Le général appelle son petit frère, général d'armée Assimi. Petit frère, on a une mission trop noble, ne sacrifions pas nos hommes comme ça. Le capitaine dit, encore vous aussi, ne faites pas ça. On a autre technique, on dit, bon, on fait quoi? On dit non, mettez un drone 24 sur 24 en surveillance. Dès qu'il y a un attroupement de terroristes, vous les anéantissez. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On n'envoie pas les soldats à Tizawaten. Souvent, les gens se plaignent. Ah, le Mali dit qu'il a le contrôle de Tizawaten, mais pourquoi on ne va pas les soldats à Tizawaten? Alors, moi, je vous explique. On n'a pas besoin d'avoir des soldats à Tizawaten. On a quelque chose d'abord à faire parce qu'on a observé. Les drones ont rapporté. Alors, quand vous n'avez pas ces informations-là, des drones, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose. Vous comprenez? Alors, les drones font une surveillance 24 sur 24. Si le drone est fatigué, il faut recharger la batterie.
Le drone fait le relais, il y a un autre drone qui vient prendre. La surveillance est faite. Et on observe. Donc, ils ont compris ces temps-ci. Je crois qu'ils sont allés se cacher en Algérie. Ils ne veulent plus sortir parce que les dernières frappes là, où on envoyait beaucoup de leurs lieutenants dans une mort, oh, ça, ils ne sont pas prêts à oublier. Depuis lors, ils ont rarifié leur rencontre. Et vous avez vu qu'il y a certains qui sont venus déposer les armes au Mali, d'autres ont déposé au Burkina. Les rebelles qui s'étaient constitués contre le Niger, là, eux aussi ont commencé à déposer leurs armes. Alors, cela nous permet de comprendre quoi? Cela nous permet de comprendre une chose. J'ai déjà parlé du passeport. Donc, le passeport de l'AES, c'est déjà une certitude, c'est déjà un acquis. Les premiers passeports Mali AES, c'est déjà sorti. Les premiers passeports Niger AES, c'est déjà sorti. Les premiers passeports, puisque c'est le passeport, le type de passeport du Burkina que nous avons pris. Je vous ai dit que ce sera une chose très facile. Il suffit de prendre la même société qui va déployer ces zones ici, le temps que nous puissions nous-mêmes produire nos passeports dans un premier temps, puisqu'on veut sortir d'un système rapidement. Maintenant, il appartiendra au Sénégal de nous dire qu'il ne veut pas de notre passeport. Le Sénégal ne peut plus dire qu'il ne veut pas de notre passeport, parce que c'est le même passeport conçu dans les mêmes conditions que celui du Burkina et du Niger. Alors, avant de rentrer dans l'AES, je suis déjà dans l'AES, donc je vais développer. Vous avez tous eu l'information. La CEDEAO a décidé, finalement, de revenir à la raison. Merci du côté de Port-Gentil au Gabon. Merci à toi, Malamé Nemaga. La CEDEAO est revenue à la raison, comme l'avait déjà annoncé le général Tiani. C'est eux qui ont perdu la raison, c'est pas nous. Et la CEDEAO a décidé de reconnaître le droit légitime et souverain aux dirigeants de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Ils ont compris que nous n'avons plus besoin de négociations. Alors, je vais vous dire ce que cela rapporte aujourd'hui à l'AES. Alors, je vais ramener ici d'abord. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, il y a, permettez-moi, hein, pour comprendre ça, attendez, je vais rentrer ici dans la tablette, hein. Voilà, on va écouter rapidement. Ça, c'est important, on va rentrer ici. Je vais vous amener à écouter ça, c'est important. Ah, les gens sont forts. Les gens l'auraient compris. Permettez-moi rapidement, hein, je vais rentrer voilà, je vais rentrer ici rapidement. Et puis je vais vous faire écouter ça, s'il vous plaît. Permettez-moi, je suis dans votre tablette là. Ok, je prends la tablette rapidement. Avec le téléphone, on va pas comprendre grand chose, d'accord? Voilà, le Maroc, on va revenir au Maroc, mais ici d'abord. Ici, voilà, je vais vous faire écouter ça rapidement. On se trompe quand on veut imposer la durée d'une transition à un État en transition. C'est une erreur. Parce que chaque État, et particulièrement ici, chaque pays a ses réalités. Les réalités que nous vivons en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes au Togo ne sont pas les mêmes au Libéria ne sont pas les mêmes réalités que nous avons à Djibouti. Donc chaque pays a ses réalités et avec ses acteurs sur le terrain. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Duché qui parle. Je suis étonné que Faure Gnassingbé n'ait pas eu cette intelligence de développer cela devant ses pairs de la CEDEAO. Mais comme il est futé, malin et rusé, il les a laissés aller se casser la gueule. Pendant que la CEDEAO se cassait la gueule, Faure Gnassingbé scellait les accords commerciaux avec l'AES. Regardez la ruse et je dirais pas la perfidie, mais regardez la ruse de ce monsieur. Pendant que la CEDEAO veut sortir ses muscles, Faure Gnassingbé, dans le dos de la CEDEAO,
à sceller des deals. Je vous en prie. Ne me croyez pas. Si vous êtes au Togo, contredisez mes propos. Allez au port de Togo, filmez et mettez sur les réseaux Keïta a menti. Voilà le port de Togo. Il n'y a rien ici comme activité. Allez-y au port d'Abidjan, filmez. Allez-y au port du Bénin, filmez. Allez-y au port de Guinée, filmez. Regardez ce que le Togo fait. Le Togo a été très réussi que tout le monde parce que ça n'ira nulle part. Ça, c'est la première chose que je voulais d'abord faire écouter. Comment le Togo a volontairement piégé la CEDEAO. C'était volontaire. On me dira, mais Keïta, bon, j'ai dit, mais le Togo pouvait dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. Faure Gnassingbé était président souverain. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une organisation que vous êtes obligé d'être un béni oui, un béni non, comme un bouton, un à deux boutons. Aux États-Unis, les gouverneurs sont dans une fédération. Mais il y a des gouverneurs qui disent non quand la politique du président est incompatible avec leur vision. Est-ce qu'ils étaient obligés d'accepter? C'est pas tout. Ici encore, je vous permets d'écouter ça aussi. Parce que le Togo a été rusé. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que, oh là là, la question est de savoir, est-ce que le Togo, contrairement à ce que on pense, est-ce que le Togo, on va écouter ce dernier point encore, que le Togo n'a pas développé. Toujours le ministre des Affaires étrangères du Togo. On va l'écouter. Et ça, c'est quelque chose... Dans cette interview accordée à Vox Africa, le ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Robert Duss, se prononce sur la diplomatie togolaise dans la sous-région ouest africaine. Il a laissé entendre que le Togo pourrait rejoindre les alliances des États du Sahel. Interrogé sur une probable intégration, selon lui, cela revient aux députés de décider. Réponse, je vous dirai qu'elles vous diront oui, a-t-il ajouté. Selon l'État. Toutefois, devant certains coups d'État, il faut être pragmatique. Ici, permettez-moi d'abord de vous présenter ça rapidement. Je vais vous montrer ça rapidement. Confédération du Sahel, awa kotigi no ye général d'armée Assimi Goïta aye kuna funu dira aye kuna funu di kaira kafuko awa kado kafo il parle du passeport de la confédération AEC tola ko koni nyenamara wako abaro bidamne ni alasonama ni kalu nklemwa ani kle kononton AEC passeport ko abora wako abnana bla boloka mauka boloka krenkrena ni kalu nklemwa ani kle kononton akuna funu dira bire oui AEC tomba confédération. Le 29 de ce mois, le passeport de l'AES sera disponible dans tous les, enfin au Mali et je crois bien dans les autres États, n'est-ce pas? Alors, là où je vais vous faire, il y a une petite partie que je vais vous faire écouter. Le président du Ghana, qui vient d'être investi récemment, Larry est nommé, c'est un Ghanéen, par décret présidentiel du mardi 21 janvier 2025, envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel AES, selon une source diplomatique. Ça, c'est le Ghana. Le Ghana fait partie de la CEDEAO. Vous vous rappelez que le président Ouattara avait dit aussi, avant leur sommet à Abuja, il a demandé à son ministre du Commerce de sortir pour clarifier la position de la Côte d'Ivoire. Alors, contrairement à tous ces petits journalistes, diffuseurs de mauvaises nouvelles, énormes, les populations vont souffrir, les conséquences par-ci, les conséquences par-là. Quand vous écoutez certaines personnes parler ou quand vous lisez un certain narratif, la question fondamentale que vous vous posez avec votre intellect bien aiguisé, ces idiots qui parlent, est-ce qu'ils sont d'une autre planète ou ils sont bien implantés aussi dans le monde que nous vivons en Afrique? Comment on peut imaginer que la sortie de nos pays peut être catastrophique? La sortie est effective il y a plus d'un an.
Est-ce qu'on n'a pas pris les dispositions pour parer aux difficultés, atténuer les difficultés? Les peuples auraient pu manifester. On n'est pas d'accord. Au contraire, je crois le 28 de ce mois, au Burkina Faso, il y a une coalition de femmes. Toutes les femmes de l'AES, elles demandent un soutien inconditionnel à nos 3 chefs d'État pour les soutenir dans leur décision de retrait de nos pays de la CEDEAO. Vous avez écouté le professeur Ducé parler. Il a aussi manipulateur que son président, même si de temps en temps vous avez l'impression qu'ils sont avec nous. Moi je dis toujours, pour être moi, tout simplement, les gens vont se fâcher encore, mais je m'en fous. Je suis un descendant de Soundiata Keïta. Je dis bien un descendant direct de Soundiata Keïta. Je suis de la lignée des rois. Très souvent, on me dit que je suis violent, c'est parce que les gens ne regardent pas l'arbre généalogique de Cheikh Oumar Keïta. Si vous regardez l'arbre généalogique de Cheikh Oumar Keïta, vous vous rendez compte qu'il parle comme un roi, il n'a pas peur de quelqu'un, il dit ce qu'il pense et il croit à son Dieu. Quand vous êtes de la lignée royale, vous ne vous abaissez pas. Vous ne vous comportez pas comme un petit journaliste qui est à la recherche de visibilité. Parce que Dieu vous a déjà fait sortir du sang royal. Vous avez peur de dire la vérité. Pourquoi? Donc je dis cette vérité sans avoir peur, mais dans le respect des uns et des autres. Ceux qui ne méritent pas le respect, je ne leur accorde aucun crédit. Ceux qui méritent le respect, je leur accorde le respect. De toute façon, je parle de Ouattara, je ne parle pas d'Assimi comme ça, non pas parce que je suis au Mali, c'est faux. Si Assimi commettait des erreurs comme Ouattara, je allais lui parler, je ne sais pas ce qu'il allait me faire. Mais il n'est pas comme Ouattara, voilà pourquoi je le respecte. Il mérite le respect, je le fais. Le capitaine Ibrahim, c'est la même chose, le général, c'est la même chose. Si vous êtes les premiers à imposer le respect. Assimi, par exemple, il a demandé quelque chose que je n'ai jamais fait. Et ce jour-là, je vous avais interpellé. Et j'avais commencé à parler de ça avant même qu'Assimi ne demande aux gens de ne pas le faire. J'ai dit, arrêtez de faire la promotion des terroristes. Arrêtez de publier n'importe quoi. Arrêtez de parler de ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Assimi est obligé de dire aux gens, vous n'aidez pas quand vous faites ça. C'est la deuxième fois que j'entends Assimi Goïta dire ça. Mais bien avant qu'il le dise, moi je ne le faisais jamais. Jamais je ne faisais la promotion du terrorisme. Mais les gens pensent que c'est information et donnent. Moi, je comprends ces jeunes gens-là. Voilà pourquoi j'ai dit au ministère de la Communication que le ministère de la Communication d'Assimi Goïta a échoué. Et je ne sais pas pourquoi Assimi le garde au pouvoir. Parce que quand vous voyez des jeunes gens de bonne volonté qui se battent pour la transition, mais ils commettent des erreurs, vous, en tant que ministre de la Communication, votre devoir, c'est de les recruter, non pas de leur demander de faire ce que vous voulez, mais leur donner des orientations. Vous avez des fonctionnaires qui sont payés avec notre argent. Pourquoi ces fonctionnaires-là ne peuvent pas parler à ces jeunes gens-là pour dire attention, mais les gens, mais il est assis là, il est content. Toujours vous le voyez, vous dites qu'il fait un travail. Je vous jure au nom de Dieu. S'il y a un ministre que je dois nommer dans le gouvernement, et s'il y a un ministre qui me demande, avant de finir de poser la question, il le ministre de la Communication président. Elle dit, ah, j'ai même pas fini, non, lui, il n'a qu'à partir d'abord, puis t'en fais ta question. Je ne vois pas l'utilité de garder un ministre quand je vois que le ministère est défaillant à tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne parle que communication parce que l'AES a mis sa main dedans. Mais au Mali, ça donne quoi? Tellement j'ai tapé sur eux. Maintenant, là, quand vous regardez, regardez sur... quand l'ORTF fait des publications, maintenant, vous regardez en bas, où il y a le drapeau malien, là, ils ont mis web quelque chose là, et puis ils ont mis, je sais pas, pour vous dire que c'est, parce que j'ai tellement tapé, j'ai dit 12 web, ils sont même pas sûrs que c'est que web. Quand j'ai dit, on vient écouter Keïta pour aller rectifier les choses à l'heure, vous comprenez pas. Commencez à regarder ORTM là, ils ont mis quelque chose en bas. Web quelque chose, Web TV, mais quoi, ORTM Web TV, avec le drapeau malien là, juste en bas, à droite. Vous allez voir ça. Mais avant, il ne faisait pas ça. Il a fallu que le digne héritier de Soundiata Keïta parle pour qu'il fasse ça.
Mais moi, je comprends notre ministre. Les gens sont complexés pour approcher une personne comme Keïta. Mais on peut utiliser les idées de Keïta sans approcher Keïta. Moi, je suis d'accord, mais souvent, vous allez faire des erreurs. Parce que moi qui conçois dans ma tête, avec quel esprit j'ai conçu, vous ne le savez pas. Vous allez faire pour vous, ce sera là à peu près. Ce ne sera pas ce que je demande. Mais tout compte fait, le changement aussi est bon. Alors ici, militaire à la retraite, Larry est un ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana. Juriste privé de formation, il était le représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste avant sa nomination. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, non pas un bagage, comment on l'appelle, de diplôme, mais il a une connaissance. C'est celui-là qui a été mandaté, nommé, et il le sera pendant toute la présidence du président ghanéen, l'envoyé spécial auprès de l'AES. C'est lui qui va coordonner tous les accords. Je ne sais pas s'il y aura la diplomatie, mais il y aura le commerce, le transport. Puisque déjà, il a décidé qu'il n'y aura plus de visa entre nous. Alors, le Ghana, il n'y a pas de visa. L'AES, il n'y a pas de visa. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est aussi ça. Quels sont les autres pays qui vont nous imposer leur visa? Quels sont les autres pays qui vont nous... Alors, pendant que ceux-là, ils font, regardez l'attitude irresponsable et inconscience de deux anciens dollars, Diomaye Faye et son idiot de frère Premier ministre Sonko. C'est eux qui nous refusent l'accès au Sénégal parce qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la crédibilité de notre carte NINA. Ils ne reconnaissent pas la crédibilité de notre passeport malien. Alors qu'on n'a jamais dit non, nous, à un passeport sénégalais. Dit à une carte nationale d'identité sénégalaise. Mais ces deux anciens taulards-là, Macky a très bien fait de les jeter en prison. Je ne sais même pas qui les a fait sortir. D'ailleurs, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aminata, elle dit, mais c'est elle qui a demandé au président de les faire sortir. C'est pas la volonté de Macky Sall. Quand Ousmane Sonko soit, il fait la grande gueule à Dia, c'est femme qui a demandé que tu sortes de prison. Et puis c'est cette femme-là, tu attaques, tu as dit, maintenant il sait parler français. Quand tu étais en prison, on ne savait pas que tu parlais français. Maintenant tu sais que tu sais parler français plus que cette Aminata-là. Cette Aminata, je l'ai attaquée. Mais elle est députée aujourd'hui, elle n'est plus chose. Mais quand vous l'entendez parler, il y a une cohérence dans ce qu'elle dit. Mais quand vous entendez Sonko et son frère parler, vous vous posez la question, mais quel a été notre tort d'avoir soutenu ces deux hommes-là? Le Ghana nomme un envoyé spécial pour établir de nouvelles relations, puisqu'on n'est plus dans la CEDEAO. Donc, ce qui est CEDEAO est caduc. Chaque pays maintenant doit discuter avec l'AES. Il n'a pas dit, on a nommé un envoyé spécial au Mali. Il n'a pas dit, on a nommé un envoyé spécial, ce qu'on appelle au Niger, au Burkina. Mais un envoyé spécial au sein de l'AES. Ça en dit beaucoup long sur la dynamique de la politique ghanéenne envers les autres pays. Donc tous les pays vont-ils nommer des envoyés spéciaux? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, contrairement à toutes les bêtises qu'on a racontées sur nous, on ne sera jamais isolé de ce même potentiel de marché réuni. À peu près 90 millions, sinon 100 millions. Si on prend les derniers chiffres, autour de 100 millions. On a, à l'exception peut-être du Congo, un peu de la Guinée, notre région est la plus riche de toute l'Afrique. Le Mali! Vous voulez savoir pourquoi je dis ça? Merci au Ghana. Avant de revenir sur le Maroc, je vais vous faire écouter ici d'abord. Je vais vous faire ici. Ici, il y a une partie qui m'intéresse. Ouf!
Vous savez que le gouvernement d'Assimi Goïta a saisi 3 tonnes d'or de Barrick Gold, c'est ça? Barrick Gold, c'est ça, Barrick Gold. C'est une compagnie minière canadienne qui opérait au Mali il y a plus de 20 ans. Pendant toute la présence de cette compagnie minière, qu'est-ce que l'État malien a reçu? Qu'est-ce que la population malienne a reçu en retour? Dieu seul sait combien de tonnes ont été extraites pendant ces 20 ans de leur présence au Mali. Ça fait honte. Mais une information qui va vous surprendre. Le Mali aujourd'hui, il y a une découverte récente qui a été faite. Oui, c'est 3 tonnes d'or qui ont été saisies. Aujourd'hui, le Mali a découvert une autre mine qui fait à peu près 9 millions de tonnes. Vous avez bien compris. 9 millions de tonnes. 8,8 millions de tonnes d'or exploitables dans les prochaines années au Mali. C'est ce que Barrick Gold voulait. C'est ce que la France voulait, c'est ce que le Canada voulait, c'est ce que l'Australie voulait, c'est ce que l'impérialisme occidental voulait. Comment vous pouvez avoir 8 millions de tonnes, 9, 10? Ça c'est, attention, je vous parle là d'une seule mine. Je ne parle pas de l'ensemble des mines, non. Une seule mine. La réserve d'une seule mine. Lors de sa session ordinaire tenue ce vendredi 17 janvier 2025, le Conseil des ministres a autorisé le transfert du permis d'exploitation de la grande mine d'or de Coralie Sud à la société Coralie Sud SA. On a retiré ça entre les mains de Barrick Gold, qui nous volait, qui nous pillait. Qu'est-ce qu'on a dit à Barrick Gold? On leur a demandé, avant la saisie des 3 tonnes d'or, de se conformer au nouveau code minier. Le nouveau code minier qui permet à l'État malien, 1, d'être actionnaire, 2, d'avoir au moins, au minimum, 35% sur, je sais pas peu importe le matériel, peu importe la ressource minière, mais le Mali devait avoir 35%, au lieu de 10% ou 5%. Ce qui a retardé d'ailleurs le démarrage de l'exploitation du lithium de Bougouni. Et là encore, Assimi allait plus loin à Bougouni. Il a demandé que la transformation se fasse sur place. Non seulement l'État malien est actionnaire, l'État malien a 35%, mais la transformation se fera sur place pour créer de la richesse dans le pays. C'est ce qu'il a demandé. Et c'est ce qu'on a demandé à Barrick Gold, qui a refusé. C'est là, on a arrêté certains employés, et le monsieur s'était engagé à payer ce qu'il devait à l'État du Mali. Et quand on l'a libéré, il est sorti, il allait faire la grande gueule, il dit, il va attaquer le Mali en justice. Il a fait une première tentative, il s'est échoué, donc il y a une deuxième encore procédure qu'il a lancée. Il y a une première procédure d'arbitrage qui n'a pas abouti, il a lancé une deuxième procédure d'arbitrage, ça n'ira nulle part. Tous les pays sont souverains. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'ira pas nulle part. Contrairement à ce que vous lisez dans la presse médiocre, la presse bidable que vous lisez, les journalistes idiots qui disent n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi ça n'ira nulle part. L'État est le propriétaire légitime sur l'ensemble du territoire national. Ouais. Même quand vous construisez une école, un hôpital, et que le site a un intérêt stratégique pour l'État par rapport à un projet d'envergure nationale, l'hôpital, on va trouver un autre site pour l'hôpital, on va trouver un autre site pour l'école, et si c'est des habitations privées ou des entreprises privées, on négocie avec vous, et on vous délocalise, ensuite on met le terrain à la disposition de l'État. C'est comme ça. L'État est prioritaire sur tout. Allez-y sur les contentieux internationaux, allez
attaquer le Mali devant une cour de justice et d'arbitrage pour faire valoir vos droits. Mais l'État malien est prioritaire et propriétaire de toutes les mines du Mali. Au sein de l'AES, nos États sont propriétaires sur nos mines, sans exception. À tout moment, on peut vous retirer l'exploitation si vous ne répondez pas à nos critères. À tout moment, on peut vous retirer notre permis d'exploitation. Donald Trump a fait ça combien de fois? Je vous ramène à la cimenterie Lafarge en Syrie. Pendant qu'il y avait la guerre, cette cimenterie payait des droits de passage à l'État islamique pour continuer à exercer en Syrie. Quand cela a été découvert, ils ont frappé l'entreprise Lafarge de centaines de millions de dollars comme pénalité parce que cette entreprise payait l'argent à l'État islamique pour continuer à travailler. Pourtant, l'entreprise là pouvait faire valoir ses droits. Qu'elle n'a pas d'injonction, elle n'a pas à recevoir des ordres des États-Unis. Ça a été fait. Alors pourquoi c'est quand c'est nos États, on estime qu'on n'a pas ce droit-là? Ça n'ira nulle part. Orano a fait la même chose, ça n'ira nulle part. Nous sommes propriétaires avant tout. Vous pouvez, on ne vous interdit pas d'aller en justice, mais ça n'ira nulle part. Alors, la compagnie Barrick Gold voulait exploiter les 9 millions de tonnes d'or. Donc, imaginez l'État du Mali, actionnaire dans Coralie, la nouvelle entreprise Coralie, c'est ça, Coralie Sud SA, et le Mali gagne 35% sur l'or. Imaginez les 10 millions de tonnes, combien le Mali peut gagner. Et c'est ce président-là qu'on insulte, c'est ce président-là qu'on vilipende, c'est ce président-là sur qui on bat matin, midi, soir. Si c'était pas Assimi Goïta, encore moins le capitaine et le général, d'ailleurs Dieu sait faire les choses, si l'État du Sahel n'existait pas il y a longtemps, ces trois présidents-là avaient été liquidés. Ces entreprises-là, à la date d'aujourd'hui, pour le moment, sont plus puissantes que nos États individuellement. Barrick Gold a beaucoup d'argent, beaucoup plus que le budget du Mali. Non, il y a des entreprises qui sont plus puissantes que l'État. Vous n'avez qu'à aller aux États-Unis et puis écouter les sénateurs, comment on appelle ça, les représentants de la Chambre parler. Quand vous attendez parler de Facebook, de TikTok, et d'ailleurs TikTok de la Trump dit qu'il donne 75 jours, les démocrates avaient banni. Ils refusent il dit donne 75 jours à TikTok, 90 jours, pardon, à TikTok, de trouver des partenaires aux États-Unis. S'il trouve des partenaires aux États-Unis, lui permet à TikTok de fonctionner parce que TikTok va générer de l'argent. Et TikTok génère de l'argent. C'est pourquoi quand je regarde nos petits politiciens là, sur les réseaux, moi je suis pas sur les réseaux, il dit, regardez ma petit, il croit que quand il dit ça, il est fort. Mais tu montres que tu es idiot, tu es déconnecté de la réalité. Les réseaux aujourd'hui contrôlent le monde, tu es dessus, tu n'es pas dessus, c'est ton problème, mais tu ne peux pas nous le dire. Parce que s'il y a une information, c'est surtout sur les réseaux tout de suite. Après, on cherche à vérifier, mais c'est d'abord là-bas. Et Trump ne souhaite pas avoir une administration déconnectée de la réalité. Et TikTok, il dit, vous revenez, trouvez des partenaires américains. Soyez d'accord, attendez-vous. 50-50, vous venez exploiter ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est les Européens, les Canadiens qui ont demandé, c'est eux qui ont commencé à bannir TikTok un peu partout chez eux. Mais aujourd'hui, leur grand frère, leur patron, leur super chef, les États-Unis disent, il faut revenir parce qu'on a besoin d'argent. Vous n'avez rien, c'est vous qui chassez les gens qui ont l'argent. Alors, donc vous voyez, une des raisons pour lesquelles nos chefs d'État sont vilipendés,
comment on appelle ça, l'uranium du Niger, le lithium du Mali, mais maintenant on parle de l'or. Burkina Mali. Donc commencez à comprendre que ce combat-là, c'est pas un petit combat. Mais dans ce combat, on a reçu un soutien de poids. Patrice Talon. Et Keïta, toi tu mens. Frère Keïta, s'il te plaît, arrête de mentir. Patrice Talon interpelle Ouattara de ne pas violer une deuxième fois la constitution ivoirienne pour un 4e mandat. C'est pas moi, c'est Patrice Talon. Dans une récente déclaration, empreinte de fermeté, le président Patrice Talon a abordé les suspicions sur un éventuel 3e mandat. Il a rappelé avec clarté la réforme constitutionnelle de 2019, laquelle stipule en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. C'est écrit dans la constitution ivoirienne, c'est écrit dans la constitution béninoise. Mais alors, les deux boutons là, pourquoi vous dites que votre candidat, c'est le candidat naturel? Et c'est ceux-là qui sont pédés là. Ça dit que Touré Mamadou, lui, il est pédé. Adjoumani, lui, c'est un coureur de jupons. On a cité les femmes avec, moi je ne citerai pas ici parce que moi je n'ai pas le temps pour rentrer dans la vie privée des gens. Mais Touré Mamadou, c'est connu de tous. C'est un lélé. Adjoumani, c'est pas sa ceinture là, il n'a pas contrôle sur ça. Alors donc, Patrice Talon dit à Alassane Ouattara que c'est un risque et ça n'honore pas l'homme qu'il est. Le fait d'avoir fait un 3e mandat, c'est déjà beaucoup trop. Et il a dit que la CEDEAO ne peut pas et ne doit pas soutenir de telles pratiques. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara se trouve dans une situation compliquée. Il est lâché par ses parrains et il sera obligé de faire face à la population ivoirienne. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont décider, je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont dire, mais je crois que les Ivoiriens sont sérieusement remontés contre Alassane Dramane Ouattara qui veut encore briguer un 4e mandat. Ce qu'il faut retenir dans le Sahel aujourd'hui, nos présidents sont déterminés. Il y a un élément aussi pour vous permettre de bien comprendre ce qui se joue dans le Sahel. On va revenir sur la question des militaires, mais ici. Vous vous rappelez, une fois, j'avais dit que le Maroc, qui est ennemi de personne, est en train de faire quelque chose d'extraordinaire, le Maroc. Je dis bien le Maroc. À la date d'aujourd'hui, il y a 360 entreprises les plus puissantes en Espagne qui ont quitté l'Espagne pour s'installer au Maroc. Le Maroc, il y a l'énergie bon marché. Le Maroc, c'est la porte avec l'Union européenne. Ils viennent produire au Maroc et vendent en Europe. Soit ils composent la première partie en Europe et finissent la mise en place complètement en Europe, et puis pour vendre sans les frais de taxes. S'ils font, parce que le Maroc est en train de remplacer progressivement en Europe la place de la Chine et de l'Inde. Peut-être que vous ne comprenez pas trop ce que cela veut dire. L'Inde et la Chine sont des laboratoires de main-d'œuvre. La plupart de tout ce que nous avons, que ce soit les lunettes, que ce soit les chaussures, que ce soit les téléphones, même iPhone, les logiciels high-tech, c'est fait en Inde, en Éthiopie, en Chine, et puis, bon, pour l'Amérique, c'est le Canada, le Mexique, ouais, le Canada, le Mexique,
puis ouais, surtout le Mexique. Ils vont faire là-bas, et puis ils viennent terminer aux États-Unis. Soit ils font là-bas, et puis ils viennent voir aux États-Unis. C'est pourquoi Trump a dit qu'il va frapper de 100% de taxes. Donc, il les oblige à venir investir aux États-Unis. Donc, le Maroc devient désormais la Chine de l'Union européenne et l'Inde de l'Union européenne. La main-d'œuvre sera qu'on appelle de bonne qualité, moins chère. L'énergie sera moins chère. Pourquoi ils quittent l'Europe? Parce que l'énergie n'est plus abordable et c'est beaucoup trop cher s'ils veulent encore rester là-bas. Donc, venir au Maroc, et c'est ce qu'on veut nous empêcher, nous aussi, d'obtenir. Parce que l'objectif pour nous dans quelques temps, c'est d'être aussi ce réservoir-là de main-d'œuvre. Ce réservoir-là permettra d'absorber le chômage. Parce que nous allons développer des grandes écoles par rapport à des grandes spécialités. Donc, des entreprises viendront ouvrir parce qu'on a l'énergie bon marché chez nous dans le Sahel. Ils vont venir concevoir chez nous, ce qui est d'ailleurs très important, parce que c'est ce qui a permis à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui a permis à la Russie d'être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui a permis à l'Inde d'être... L'Inde n'a-t-elle pas la bombe atomique ou quoi là? L'Inde produit, parce que, je vais vous expliquer pourquoi ce sera très avantageux pour nous. Quand nous allons commencer à monter des pièces, à fabriquer des pièces, à concevoir des logiciels, à faire la haute couture, les chaussures, les salons, les meubles à Nemo, les téléviseurs, les frigos, on les fait ici, on les fabrique ici parce que tout est là, les moules sont là, mais ça nous permet, nous, d'avoir une main qualifiée, une main d'œuvre qualifiée. En d'autres termes, après peut-être 15, 20 ans, on sera nous-mêmes en mesure de produire. Donc, notre produit de consommation ne viendra plus là-bas, surtout en ce qui concerne les logiciels. On les produit, puisqu'on va les produire chez nous ici, en les produisant ici, on gagne plus. C'est ce qui a développé la Chine. C'est ce qui a développé l'Inde. La Birmanie, enfin, tous ces pays-là, il y a beaucoup de pays comme ça, là, le Vietnam, comment on appelle cet autre pays-là? Il y a un pays dont la capitale c'est Kuala Lumpur, quelque chose comme ça, là. Ces pays-là, c'est ça. Vous croyez que ce qui se vend à Dubaï, là, ça vient d'où? Tout ce qui est vendu à Dubaï, ça vient de la Chine. L'or, Dubaï est le premier pays acheteur d'or aujourd'hui. Mais travailler l'or comme il se doit, il s'est fait où? Donc, notre objectif, c'est ça aussi, de pouvoir développer un marché d'emploi, une main-d'œuvre qualifiée, une énergie bon marché, pour que les grandes entreprises viennent commencer à ouvrir ici. Et d'ailleurs, quand on les produit, on peut appliquer une politique que la Chine a appliquée aussi. Quand vous produisez chez nous, une partie reste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, Singapour, merci beaucoup, vous n'avez pas besoin d'envoyer ça en Europe pour que nous, on aille acheter encore en Europe pour amener ça ici. Donc, en produisant ici, ce qui doit être exporté pour l'Europe sera exporté en Europe. Ce qui doit rester, restera. Mais nous, si vous envoyez tout, nous serons obligés d'importer encore. Alors que déjà, là, il y aura, quand vous produisez, mais ça dépendra de comment les différents présidents au sein de l'AES vont définir cette politique-là. Hein, parce que ça va forcément, ça va se faire. Moi, je rêve. Quand je dis je rêve, ce n'est pas un rêve émotionnel, hein, c'est pas un rêve d'enfant, non. Je vois, quand je dis je rêve, c'est comme Martin Luther King, I have a dream. C'est-à-dire, pour moi, je vois ça déjà se réaliser. Ces entreprises-là s'ouvrent chez nous, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, et c'est ce qui a développé ces pays. Regardez Singapour, regardez Shanghai, vous croyez que c'est comment? Ce sont les milliardaires qui vont investir là-bas. Plus ils investissent chez nous, plus les gens sont intéressés, plus les gens veulent. Donc, ça développe ce potentiel de marché. Et puis, en même temps, les produits, on n'a plus besoin de les importer puisque c'est déjà sur place fabriqué ici. On les prend directement à un très bon parce que c'est cher. Pourquoi?
Parce qu'il y a les taxes, il y a le transport. Quand c'est fabriqué ici, bon marché, et qu'on nous vend, vous croyez qu'on va nous surtaxer? On va nous payer avec taxes, avec frais douaniers. Il n'y a plus de frais douaniers puisque c'est chez nous ici. Et le gouvernement peut, nos différents gouvernements peuvent proposer des subventions, c'est-à-dire ce qui est pour la consommation locale. Le gouvernement dit par exemple, je fais un abattement de 5 ou 10% de votre taxe pour que le produit soit accessible à mon marché. Ça, c'est des techniques qu'ils peuvent développer. Et en plus, encore, ça nous permettra d'avancer. C'est pas ça? Alors, donc, ça a été, moi, je le dis en tout temps, c'est énorme pour moi, c'est, l'AES, c'est tout ça, je vous en prie, c'est par rapport à tout ça que nous devons faire attention. Parce que les gens là, leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est nous faire tomber. Leur objectif, c'est de voir que nous avons échoué. Leur objectif, c'est de dire, ils sont partis, on n'est plus capables. Donc, en faisant cela, parce que l'AES deviendra un marché où l'énergie sera bon marché. L'énergie sera accessible. D'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui de la force commune qui est mise en place. Aujourd'hui, c'est la folie, hein. Partout en Europe. Je suis rentré un peu dans les différents médias pour aller écouter, mais c'est la folie. Ah, ils sont en train de créer une force commune de 5000 hommes. Parce que avec les matériels que nous avons acquis, l'armement que nous avons acquis, ils savent pertinemment et très bien que nous avons les moyens de notre politique. Vous avez vu récemment les armes du Mali, les armes du Burkina. Vous avez écouté le ministre d'État, le ministre de la Défense Bodi du Niger, qui a parlé de cette force conjointe, cette force mixte, cette force commune. Et il a été clair. Si on doit faire des opérations communes, et qu'un pays a besoin de tel ou tel matériel qu'il n'a pas et que l'autre pays a, tout de suite l'autre pays vient en renfort pour l'aider. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment nos hommes, avec une certaine intelligence, une certaine facilité, sont en train de créer quelque chose qui n'a jamais existé. Jamais. Vous allez me dire, l'OTAN, c'est pas ça. L'OTAN, c'est les Américains qui ont créé l'OTAN à cause de la Russie. Et l'OTAN, c'est les Américains qui ont toujours été le pilier de l'OTAN. Mais chez nous, à l'AES, ce n'est pas ça. On ne crée pas ça contre quelqu'un. On crée ça pour nous protéger. Et chaque pays, nous avons l'égalité des pouvoirs. Aucun pays n'est au-dessus de l'autre. Je répète, nous avons l'égalité des pouvoirs. Aucun pays n'est au-dessus de l'autre. C'est vrai que le Niger est le 3e pays, mais le Niger est en train de se rattraper. Le Mali a acquis un certain nombre d'équipements, le Burkina est en train de renforcer, le Niger aussi est en train de... Parce que le Niger, nous c'est un peu partout avec tout le monde. Ce qui fait notre force, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire que si on demande aujourd'hui des missiles longue portée, des missiles intercontinentaux, on les reçoit tout de suite. Parce que la Russie, il n'y a plus de ligne rouge pour voir les armes qu'on veut. Même si on veut des armes, des bombes à hydrogène, la Russie va nous les voir. La Russie a dit, il n'y a plus de ligne rouge. Ils ont détruit, il n'y a plus de ligne rouge. Tous ceux qui viennent à nous, qui veulent acheter des armes, on leur voit. Les systèmes de défense, peut-être qu'on va commencer avec les S-300, je ne sais pas, ou les S-400, parce que la Russie est déjà rentrée dans les S-500, la production a commencé. Donc on peut acheter aujourd'hui les S-300 ou les S-400 pour les poster au niveau de nos frontières. Le jour qu'on va voir les S-400 chez nous ici, je pense que ce jour-là, l'OTAN va réfléchir par 2 fois avant de vouloir faire cette bêtise en Afrique. C'est des choses qui vont arriver. Et moi, je parie que d'ici la fin de l'année 2025, 2026, on aura ces missiles, soit les S-300, soit les S-400. Parce que la Russie même a décidé d'ouvrir dans la zone des 3 frontières, mais on laisse ça d'abord. Pour le moment, on parle de nos États. Donc, c'est ça qui est important, c'est ça qui est fondamental.
Et les gens veulent pas qu'on avance, les gens veulent pas qu'on évolue, les gens veulent pas qu'on atteigne un certain niveau. Et nous ne pouvons pas nous asseoir et puis regarder les autres nous dicter leur volonté. L'AES va se développer, je vous assure. Mais c'est parce qu'ils voient déjà les potentialités de l'AES. C'est parce qu'ils voient déjà ce qu'on va faire. Et là, ça les rend. C'est la folie. C'est la folie. C'est cette montée en puissance, pas seulement au niveau militaire, mais c'est au niveau économique. Parce qu'on a le courage de prendre des décisions que des vieux présidents comme Ouattara ne pourront jamais prendre de toute leur vie. On a le courage de chasser, même si ce sont les... J'ai vu un petit journaliste qui dit le Mali a fermé Barrick Gold, il y a 8000 familles qui travaillaient là-bas qui sont au chômage. Mais l'or là, il y a l'or, l'exploitation de l'or n'a jamais créé de chômage. Dès que tu parles, quelqu'un vient à ta place. Et comme l'État malien, c'est un État conscient, si réellement Barrick Gold est parti pour refuser de faire ce qu'on lui demande, la nouvelle compagnie à laquelle le Mali a transféré le permis d'exploitation pour les 9 tonnes d'or, ça fait les 9 millions de tonnes d'or, mais forcément, ceux qui travaillaient avec Barrick Gold, le gouvernement malien va exiger que ceux-là soient tout de suite recrutés dans la nouvelle compagnie. C'est ce qu'on fait. Quand Orano est parti du Niger, vous croyez, oui, 2 ou 3 jours, mais on va trouver d'autres entreprises. Quand ces entreprises vont venir, les premières personnes qui seront recrutées sont les personnes qui travaillaient déjà avec Orano. Parce qu'il y a l'expertise qui est là, il y a l'expérience qui est là, il y a la connaissance qui est là. Vous n'allez pas prendre de nouvelles personnes pendant que ceux déjà qui maîtrisent le domaine sont là. Donc c'est juste une question de bon sens. Mais les gens essaient de créer. Bon, ça aussi c'est fait à dessein, je vous en prie, parce que ces compagnies-là aussi payent des journalistes pour diffuser des fausses informations. Vous devez comprendre ça aussi. Hein. Quand on attaque Barrick Gold, par exemple, Barrick Gold paye des journalistes pour essayer de salir le gouvernement malien. Orano paye des journalistes pour salir le gouvernement nigérien. C'est des choses qu'on connaît. Bathily, dans tous les cas, le gouvernement, vous savez, l'intérêt du pays est plus important que le syndicat des travailleurs du Barrick Gold, même s'ils sont 10 000 personnes. L'intérêt du Mali est supérieur. Et ceux qui donnent leur vie. Parce que quand les gens veulent parler comme ça là, moi j'ai une seule question. Est-ce que vous êtes mieux que le soldat qui est mort au front pour le Mali? Vous, c'est une question de quoi? De chômage technique, juste quelques mois. Et celui qui a perdu sa vie, qui ne reviendra plus jamais. Est-ce que votre vie est plus importante que le soldat qui est mort? Bathily, ça, ce sont des réponses simples. Nous, on a la tête froide sur les épaules. Ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas. Moi-même, devant le syndicat même des travailleurs de Barrick Gold, je le regarde, et toi là, tu es supérieur que le soldat qui est mort au front. Il a fait le choix de sacrifier sa vie. Et toi, pourquoi tu ne peux pas sacrifier quelques mois? La question est très simple. Ça, on ne fait pas parler dedans, Bathily. Hein? On ne fait pas parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner plus que celui qui donne sa vie pour la patrie, pour le pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que ça? Donc, si les gens viennent à côté de leur vie de merde, la seule question que je pose toujours, est-ce que tu es mieux que celui qui est mort là? Va dire à sa femme que tu es mieux que lui. Va dire à son papa que tu es mieux que lui. Va dire à ses enfants que tu es mieux que lui. Tu n'es pas mieux que le soldat qui meurt au front. Si vous êtes 8000 là, vous attendez, vous allez trouver travail. Et si vous êtes obligé de travailler, moi j'ai fait combien de boulot dans ma vie avant de retrouver ma marque véritable? Il y a la reconversion. Est-ce que parce qu'on a dit que vous ne travaillez plus dans cette voie-là, c'est fini pour vous, votre vie est finie? C'est faux. La reconversion est là. Vous pouvez vous reconvertir. Et d'ailleurs, vous travaillez pendant combien d'années dans une entreprise et vous continuez à prendre votre salaire, c'est-à-dire que vous ne faites même pas d'anticipation. Du jour au lendemain, l'entreprise peut être fermée. Si elle est fermée, vous allez faire quoi? Vous allez devenir quoi? Ça aussi, c'est ce qui est là.
Les gens continuent d'être salariés, ils sont contents d'être salariés, ils se plaisent d'être salariés. Mais moi, j'ai juré dans ma vie, le jour où j'ai quitté, salut à ta ma chérie, Anna Gracia, comment vas-tu? Moi, j'ai juré de ne plus jamais travailler pour quelqu'un. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Par rapport au décès de ma tante, là, j'ai fait pratiquement 10 jours, mais avant ça, j'avais fait pratiquement quoi, 1 semaine, donc pratiquement 2 semaines. On ne me voyait pas sur les réseaux, mais est-ce que vous croyez que je ne recevais pas l'argent? Par semaine, si je n'avais rien reçu comme paiement de mes produits, c'était au moins 2 millions, sinon 3 millions que je gagnais, pendant que je ne sortais même pas. Mais il faut faire l'anticipation, il faut se préserver, vous n'avez pas besoin toujours de vous attendre là, on te donne petit salaire, tu nourris la famille, c'est fini, tu payes maison, tu payes. Souvent même, c'est compliqué. Moi, je le dis pour choquer les gens, pour qu'ils prennent conscience que vous n'avez pas besoin de finir toute votre vie comme fonctionnaire, quelque part. Même mes amis qui sont aux États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'idiot. Les gens qui étaient à l'école, je donne le nom de mon école ici. J'étais à l'EPP à Diamant Sud, ceux qui connaissent vers le quartier Zimba. Tous ceux qui étaient premiers de ma classe aujourd'hui, là, ne m'arrivent pas à la cheville. En Côte d'Ivoire, ça, c'est à l'école primaire. Tous ceux qui étaient avec moi au collège, à commencer par le lycée moderne d'Azopé, vous regardez, c'est les Digbe hautes là, non, ils sont beaucoup. Très peu peuvent dire que ce que je gagne, ils gagnent autant. Tous ceux avec qui j'étais à l'université, très peu peuvent se vanter de dire qu'ils sont au-dessus de moi aujourd'hui en termes d'argent, pas autre chose. Mais je suis fier dans mon petit coin. C'est ce que j'ai dit au petit idiot. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Ça, ta maman, la Côte d'Ivoire a tout donné, imbécile. Vous trouvez les gens. Alors, voilà ma soeur qui est là, Nono. Voilà ma soeur qui est là. Demandez-lui. Tu te pas aux États-Unis? Tu es clochard? Tu vas dormir dans la rue. Vous voyez que c'est parce que vous êtes en Côte d'Ivoire que peut-être vous êtes des Ivoiriens. Mais il y a combien de chômeurs en Côte d'Ivoire? Maintenant, la vérité, sont sur Ouattara. Tu ne travailles pas, mon ami. Tu n'as rien. Le pays ne te donnera rien. En tout cas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que Ouattara a vendu là. La Côte d'Ivoire ne te donnera rien si tu ne travailles pas. Et d'ailleurs, même souvent, ceux qui travaillent, même, on les vole. Quand tu commences à monter ton business, j'ai écouté le Justin Katina Kodé quand il parlait de ce monsieur-là que l'État de Côte d'Ivoire a vendu sa banque. Quelqu'un qui a travaillé à la sueur de son front. Le gouvernement de Ouattara, tellement ils sont voleurs, midi chaussures, ils ont arraché la banque du gars. Parce que pendant la crise post-électorale, sa banque a aidé le trésor ivoirien à payer le salaire des Ivoiriens. Et Alassane Ouattara, depuis 15 ans, ils sont derrière le monsieur. Ils sont passés par tous les moyens. Le monsieur a toujours gagné. C'est récemment là. Ils ont violé la loi, ils ont fracassé tout depuis son bras, ils ont pris la... Ils disent, on a vendu ta banque. Mais il est propriétaire de sa banque. Il n'est même pas informé, on dit, on a vendu sa banque. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Mais c'est pas au Mali. Alors,